RCJ Midi, Margot Siffer. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur RCJ. Au programme de cette édition, évidemment, cette attaque hier soir à Djerba, dans la synagogue de la Ghriba, qui a fait 4 morts, à savoir 2 pèlerins juifs, Benjamin Haddad et Aviel Haddad, respectivement 42 et 30 ans. Benjamin Haddad était boulanger à Marseille, il était aussi père de 3 enfants âgés de 7, de 5 et de 4 ans. 2 policiers ont aussi été tués, on en parlera bien sûr avec Rudy Saada, qui se trouve actuellement sur place pour RCJ. L'avocat Patrick Klugman sera également avec nous pour apporter des précisions sur la justice française et le terrorisme. Et puis à 12h30, le président du consistoire de Paris, Joël Mergui, sera au micro de Laurence Goldman. Il reviendra bien évidemment sur cette attaque. Et puis à noter aussi dans cette édition, à la fin de l'édition, on reviendra sur le décès hier de l'avocat pénaliste et ancien ministre Georges Kejman à l'âge de 90 ans. Nous serons en ligne avec l'avocat Maître Richard Malka, qui est l'un de ses anciens collaborateurs, avec lequel il a notamment plaidé en 2007, mais aussi coécrit avec lui Éloge de l'irrévérence chez Grasset en 2019. Voilà donc pour le programme de ce RCJ Midi, que l'on débute tout de suite par le journal. Le journal. Et on ouvre ce journal avec cet attentat hier soir qui a endeuillé le pèlerinage de la Ghriba à Djerba. Le bilan est de 4 morts, 2 pèlerins juifs, Benjamin et Aviel Haddad, qui étaient cousins. Benjamin était âgé de 42 ans, il était boulanger à Marseille. Il était aussi père de 3 enfants âgés de 7, 5 et 4 ans. Il y a également 2 policiers qui ont été tués et 9 blessés. L'assaillant, qui était également gendarme, a été abattu. Notre directeur de la rédaction, Rudy Saada, est actuellement sur place. Il a couvert hier soir ce rassemblement pour RCJ, mais il s'est entretenu ce matin avec le docteur Gabriel Kabla, qui est aussi le président de l'amicale juive de l'île de Djerba. Je vous propose d'écouter d'abord cet entretien. Et donc je suis avec le docteur Gabriel Kabla. Bonjour. Bonjour Élie. Vous êtes le président de l'amicale des Juifs de l'île de Djerba. Vous êtes très actif dans cette communauté. Vous nous accompagnez dans ce voyage de presse et on a pu voir à quel point vous aimez cette île, à quel point vous aimez cette communauté djerbienne qui est aujourd'hui frappée de plein fouet. Ce matin, il y a une sorte de chape de plomb qui est tombée sur nous tous. Oui, absolument. D'abord, je voudrais profiter de votre antenne pour présenter mes condoléances aux familles des gens qui ont perdu quelqu'un de cher, la famille Haddad, pour les 2 personnes décédées, tuées, et puis à la police tunisienne qui a perdu 3 de ses membres. Je souhaite un prompt rétablissement à tous les blessés. Je sais qu'on le dit, mais j'ai pas d'autre chose à dire que ça. Mais je pense surtout à ce vivre ensemble qui a reçu un coup. On était en pleine fête. C'est un symbole, Djerba, de vivre ensemble. Et voilà, je fais complètement confiance à la police tunisienne pour qu'elle fasse l'enquête totale pour voir et étiqueter cet acte, d'où il vient, comment ça se fait. Et voilà, j'espère que les gens continueront à vivre ensemble, bien que ce malheur aura du mal à passer facilement. Parce qu'il faut le dire, cette communauté juive djerbienne d'à peu près 1200-1300 âmes est très très attachée à son mode de vie, très attachée à sa terre et très attachée à leur Tunisie aussi. Oui, absolument. Ils ont décidé d'y rester, ils vivent, c'est une communauté organisée, mais pas seulement organisée autour de gens avec qui ils vivent avec respect. Les autres, qui sont en majorité des musulmans, mais aussi tous ces gens qui sont venus de loin, de Paris, d'Israël et d'autres, et qui aiment cette ambiance et qui aiment Djerba, parce que le lac Baomer est fêté aussi en Israël, en France, donc ils viennent pour se vivre ensemble, et toutes ces personnes sont sûrement endeuillées autant que moi.
Vous êtes en lien constant aussi avec les autorités tunisiennes et on a pu témoigner de la sécurité énorme autour de cet événement, des craintes qu'il y avait, mais qu'il y a chaque année, mais peut-être un peu plus cette année encore. On a vu vraiment une sécurité de tous les instants. Oui, la police vraiment fait son travail, ce qu'on appelle son travail, mais dévoué. Vous-même, vous avez assisté quand on a des relations avec eux pour passer par la sécurité. C'est un lien de convivialité. Ils sont heureux de faire ce travail. Et la police tunisienne est un symbole dans le monde. Police efficace. Et voilà qu'il arrive quelque chose qui vient, encore une fois, gâcher cette fête. Alors il y a évidemment le deuil des familles, il y a aussi les conséquences pour le tourisme en Tunisie. Le Covid avait durement frappé le tourisme, ça a redémarré avec un pèlerinage qui a attiré plus de monde cette année que l'année précédente. Il y avait beaucoup d'espoir sur ce pèlerinage. Est-ce que tout simplement vous ne craignez pas que cela freine les Juifs du monde à venir célébrer l'Akba Omer ? Écoutez, je compte sur l'intelligence des Juifs et des autres pour ne pas punir un pays pour un acte pour lequel il n'est pas responsable. L'enquête nous dira qu'est-ce qui s'est passé et on ne peut pas venir détruire tout un rêve, un futur de vivre ensemble à cause de ça. C'est dur de le dire maintenant parce qu'il y a des gens endeuillés. Mais j'espère que ça ne se passera pas comme ça. Je ne sais pas, il y a des réactions primaires des gens, mais il y a des gens beaucoup plus intelligents. Vos amis tunisiens, quelle réaction vous avez pu avoir depuis hier soir, quand vous avez échangé avec eux ? Écoutez, je peux vous passer mon téléphone, je n'ai pas dormi. J'ai eu 100 appels, 150 appels, tous sont désolés. Vous me direz, c'est mes amis, donc ils me ressemblent un peu, mais c'est vraiment la majorité. Vous avez vu l'ambiance à Oumtsouk, vous avez vu l'ambiance. Le pèlerinage de la Griba, on était mélangés, juifs et musulmans, et on faisait la fête, on se fréquentait intelligemment, et je trouve que c'est largement dommage. Toujours c'est dommage quand il y a des crimes comme ça, mais là c'est un symbole lourd. Merci, docteur Gabriel Kabla. Un témoignage donc recueilli par Rudy Saada et nous sommes en ligne justement avec Rudy depuis Djerba. Bonjour Rudy. Oui, bonjour Margot. Rudy, où est-ce que vous vous trouvez actuellement ? Je me trouve au cœur de la Khala Kbira, c'est-à-dire le grand quartier ou le grand ghetto, c'est selon, c'est là où vivent la grande majorité des Juifs de Djerba, dans ces petites ruelles. Tous les commerces sont fermés, seule la yeshiva, l'école fonctionne aujourd'hui. Les gens, on a célébré, je vous le disais tout à l'heure, une Brit Mila ce matin, la communauté se parle, avec les yeux un petit peu dans le vague. La communauté est frappée en son sein avec ces deux morts, un qui donc vivait ici dans ce quartier et puis l'autre qui était de la même famille, la famille Haddad à Marseille. Quelles sont les dernières informations qui vous sont parvenues à propos de l'attaque d'hier soir ? Est-ce qu'il y a du nouveau ? On en sait davantage ? Pour annoncer un petit peu plus sur le profil du terroriste qui aurait été mis à l'écart, c'est ce qu'on a su d'ailleurs dès hier soir, mis à l'écart par sa hiérarchie pour un rapprochement et des idées islamistes trop prononcées et donc il n'était pas en service au moment des faits. Par contre, évidemment, il connaissait bien le système de sécurité et donc il n'a pas hésité à abattre l'un de ses confrères, l'un de ses collègues, pour lui utiliser une arme, faire 30 km et arriver à la Griba. On écoute Laurence Goldman, son micro n'est pas allumé, voilà. Bonjour Rudy Saada, vous accompagnez les pèlerins juifs à l'occasion de cette cérémonie à la Griba. Dans quel état d'esprit sont ces juifs qui sont venus du monde entier pour participer à ce pèlerinage ? Où se trouvent-ils actuellement ? Ils sont dans leurs hôtels ?
Absolument, tout le monde a été rapatrié aux hôtels et fort heureusement en fait cet attentat a eu lieu alors que la grande majorité d'entre eux étaient déjà rentrés dans les hôtels en fin de journée aux alentours de 18-19 heures et l'attaque a eu lieu juste après et il ne restait dans la synagogue que justement les membres de cette communauté juive de Djerba et puis quelques Tunisiens, quelques personnes qui vivent en Tunisie, quelques juifs tunisiens qui étaient vraiment restés et il y avait très peu de cars. D'ailleurs ce sont les cars de touristes, les cars organisés qui ont été évacués les premiers aux alentours de 23h et puis après la zone a été rouverte un petit peu plus tard à tout à chacun mais voilà les touristes sont en sécurité, les avions partiront à l'heure prévue, on a juste évidemment renforcé dès minuit 1h du matin la sécurité devant tous les hôtels. Il y a non seulement de la police mais il y a également l'armée. Là où je me trouve à quelques mètres de moi il y a un tank avec des hommes en armes pour contrôler les accès à ce quartier juif. Merci beaucoup Rudy Saada pour toutes ces précisions. On vous retrouve bien sûr en fin de journal vers les 12h40 pour donc revenir sur cette attaque hier soir à Djerba. Vous écoutez RCJ, il est 12h11. Dans un instant, on continuera bien sûr de parler de cet événement avec l'avocat Patrick Lugman. RCJ Midi, Margot Siffer. Un message de la Fondation FSJU. Vous devez vous acquitter de l'impôt sur la fortune immobilière ? Sachez que vous pouvez en faire un geste utile et fort. Avec la Fondation FSJU, sous l'égide de la Fondation du judaïsme français, votre IFI va permettre de lutter contre la précarité, assurer l'avenir des enfants en difficulté et agir face à l'urgence humanitaire en Israël. Parce que votre cœur a toujours raison. Donnez maintenant sur ifi.fsju.org. ifi.fsju.org. Pour plus d'informations, contactez Julie Guèze au 01 42 17 11 16. 01 42 17 11 16. Message de Raymond Soussan, directeur général Horte France. Chers amis experts comptables et chefs d'entreprise, la nouvelle réforme de la formation vous offre la possibilité d'affecter le solde de votre taxe d'apprentissage via la nouvelle plateforme Soltea à partir du 25 mai. Sans le fléchage du solde de votre taxe d'apprentissage, son affectation reste aléatoire et risque de priver le réseau d'écoles d'Horte France d'une ressource vitale. Plus que jamais, nous comptons sur votre soutien pour poursuivre notre mission à laquelle vous êtes pleinement associés. Dès le 25 mai, visez bien. Fléchez les écoles du réseau Horte France. Téléphone 01 44 17 30 83. Mail ta75@ort-france.fr. Victor Vince, directeur général du MDA France. La campagne IFI est d'une importance capitale pour nos secouristes. Ils ont besoin de matériel médical, de véhicules médicalisés et d'équipements qui les protègent lors de leurs interventions. Faites votre don au MDA France et bénéficiez d'une déduction fiscale à hauteur de 75% sur votre impôt. Soyez les partenaires du Magen David Adom. Pour vous accompagner dans votre démarche, mda-france.org ou 01 43 87 49 02. Jacques Fredge, directeur du Mémorial de la Shoah. Créé en avril 1943 dans la clandestinité, le mémorial joue aujourd'hui un rôle majeur dans la collecte, la préservation des archives de la Shoah et dans le travail d'éducation auprès des jeunes générations. Pour préserver l'histoire de l'oubli et des tentatives de falsification, pour éclairer le présent contre les conséquences du racisme et de l'antisémitisme dans l'histoire, pour construire l'avenir, nous avons besoin de vous. Faites un don, merci. 75% de votre don est déductible de votre IFI. Pour plus d'informations, mémorialdelashoah.org. Donner au Ternion, c'est agir pour les sciences et la technologie en Israël et dans le monde. Les chercheurs du Ternion se mobilisent pour agir en faveur de la santé humaine et du développement durable. Participez à cette mission. Choisissez les sciences, la technologie et l'innovation pour faire face aux crises et répondre aux grands enjeux de demain. Avec votre don et les avantages fiscaux offerts, soutenez le Ternion. Pour un monde équitable et durable. Ternion France, 01 40 70 13 28 ou ternionfrance.org. RCJ Midi, Margot Siffer. Vous écoutez RCJ, il est 12h14, on est toujours en édition spéciale pour parler donc de l'attaque survenue hier à la synagogue de la Griba à Djerba où 4 personnes ont été tuées, 2 gendarmes mais aussi 2 civils, Benjamin et Aviel Haddad. Benjamin était âgé de 42 ans, il était boulanger. À Marseille, il était aussi père de 3 enfants âgés de 7, 5
et 4 ans. L'assaillant, qui était un gendarme, a été abattu. Mais donc, pour continuer à parler de cette attaque, l'avocat Patrick Klugman nous a rejoint en studio. Bonjour Patrick. Patrick, est-ce qu'on peut attendre quelque chose de la justice tunisienne après ce qui s'est passé hier soir ? Alors, l'attentat arrive dans un contexte qui est très particulier. Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'il y a eu... La Tunisie a été souvent l'objet d'attentats islamistes. La synagogue a été elle-même, il y a une vingtaine d'années, visée par un attentat d'une très très grande ampleur. Et puis, plus récemment, on avait eu, au même moment où nous avions les attentats, la vague d'attentats de 2015, au même moment, il y avait eu un double attentat au musée du Bardo et à Sousse. Alors, en l'occurrence, la justice tunisienne, qui était déjà celle du post-printemps arabe, avait su faire une enquête, arrêter, et puis il y a eu un gigantesque procès qui s'est tenu en 2019 et qui a abouti, je dois dire, à la fois à des acquittements, à la fois à des condamnations. Il y avait plus d'une soixantaine de personnes qui ont été jugées. Donc la justice tunisienne, elle est à éclipse. Parfois, elle sait fonctionner, parfois, elle sait dysfonctionner. Alors, plus récemment, on a plutôt vu une justice tunisienne aux ordres du pouvoir qui est celui du président Béji El-Kessi, qui est plutôt dans le cadre d'un raidissement autoritaire. Et la justice ne s'est pas tout à fait honorée, puisqu'il y a énormément d'opposants qui ont été arrêtés sans être jugés sur des motifs parfois véniels. Je vous signale que le motif d'arrestation des opposants tunisiens d'il y a quelques semaines ou mois, c'était notamment une atteinte à la sûreté de l'État, donc du terrorisme, mais pour le motif de fréquentation de personnalités sionistes, notamment Bernard-Henri Lévy. Voilà. Donc en Tunisie actuellement, vous avez des gens qui sont en prison, notamment suspectés d'avoir fomenté une entente contre l'État au motif qu'ils connaîtraient, qu'ils auraient fréquenté Bernard-Henri Lévy. Ce qui veut dire que l'attentat, il arrive dans un contexte de grande instabilité politique, institutionnelle et judiciaire. Le deuxième contexte que vous avez, c'est évidemment un jeu des pays arabes, notamment des pays du Maghreb, dans leur relation avec Israël. Et c'est sans doute cela que l'attentat a voulu viser. C'est-à-dire que vous avez les trois pays du Maghreb ont chacun une relation assez différente avec Israël et avec la relation à Israël. Évidemment, le plus avancé, c'est le Maroc qui est en voie d'une normalisation. Vous avez l'Algérie qui, à la fois, a des déclarations publiques extrêmement virulentes, mais dont on sent bien que le sujet est peut-être en train de changer et qu'il fait l'objet d'ailleurs d'une régulation au sein de la politique algérienne. Et puis vous avez la Tunisie. Et la Tunisie, donc, est elle-même dans un moment de raidissement autoritaire. Et à chaque fois, c'est un grand classique dans les pays arabes, quand vous avez un raidissement politique, quand vous avez une reprise en main autoritaire, on va essayer de mettre un ennemi en face du pouvoir et en face du régime. Et donc, là, vous avez une espèce de concurrence entre l'État et des groupes islamistes qui sont venus sur le territoire tuer des juifs. Et s'attaquer à une cible qui est une synagogue et qui est en fait un lieu de pèlerinage à la fois tant de juifs tunisiens, de juifs venus du monde entier et probablement même d'Israéliens. Donc voilà le sujet. Vous avez un contexte qui est très, très, très particulier et on sent qu'il y a une espèce de concurrence sur la manière de dire on ne veut pas de ça chez nous. Donc les islamistes, eux, ce n'est pas un problème diplomatique, ce n'est pas un problème de normalisation. Ils pensent que la présence juive en terre arabe souille ce territoire. Et par ailleurs, la Tunisie est très particulière puisque elle a encore une toute petite communauté juive existante et qui se maintient tant bien que mal, dans une espèce de complicité avec les pouvoirs qui est, en gros, vous ne parlez jamais d'Israël et on vous laisse avoir une vie juive à peu près tranquille. C'est tout cela qui est menacé par cet attentat, puisque la vie juive tunisienne est visée de plein fouet dans ce contexte de normalisation hésitante du monde arabe avec Israël. Est-ce qu'on a une idée, Patrick
De l'importance de ces cellules terroristes actives en Tunisie. On a appris que ce gendarme auteur de l'attentat avait été suspendu de ses fonctions pour extrémisme religieux. Encore une fois, le contexte tunisien, d'abord une immense crise économique. C'est un État très faible. C'est un État très faible qui ne s'est en fait jamais remis, compte tenu des alternances politiques et des crises politiques qui sont succédées depuis le printemps arabe et depuis le départ du dictateur qui avait tenu le pays pendant quasiment 30 ans. C'est un État qui est désorganisé et qui est faible. C'est pour ça que c'est un terrain de jeu extraordinairement facile pour des mouvements islamistes. Je vous rappelle par ailleurs que les islamistes sont parmi les principales forces politiques en œuvre en Tunisie actuellement. C'est la principale force politique dans le mouvement. Donc, vous voyez bien la difficulté pour un régime de lutter contre des forces qui sont à la fois populaires, organisées politiquement, et qui ont évidemment des branches radicales terroristes. Donc, on voit mal qu'est-ce que pourraient faire et l'État et la justice dans ce contexte d'impuissantement face à l'islamisme. L'islamisme est partout en Tunisie. Partout. Et donc, quand bien même il y aurait des velléités, à un moment donné, le pouvoir ne pourra pas aller trop loin, parce que sinon, il se mettrait lui-même en danger. Ce que l'attentat de ce matin nous apprend, c'est qu'il y a des éléments isolés ou regroupés, on n'en sait rien, infiltrés dans les forces de sécurité. Là, c'était la gendarmerie. Donc, vous voyez bien le contexte dans lequel tout cela se passe et les raisons pour lesquelles cela arrive. En fait, en visant la synagogue de la Ghriba, c'est une manière pour les islamistes de prendre le pouvoir de fait. Pourquoi ? Parce que je pense qu'ils font le pari qu'après cet attentat extraordinairement visible, il ne pourra rien se passer. Il ne pourra rien se passer parce que le président n'a pas les moyens. Les services de sécurité n'ont pas les moyens d'aller se taper les islamistes. Et c'est une manière pour eux de s'installer et de reprendre le pouvoir. La France, par le biais du Quai d'Orsay, a condamné avec la plus grande fermeté cette attaque. Paris dit se tenir aux côtés de la Tunisie pour poursuivre la lutte contre l'antisémitisme et toutes les formes de fanatisme. Est-ce que la France a un rôle à jouer dans cette attaque, Patrick ? On en parlait ce matin avec Laurence Goldman, qui est votre brillante chroniqueuse judiciaire et qui a suivi de nombreux attentats terroristes ces dernières années. Il faut savoir que quand un Français est victime d'un crime, la justice française est compétente pour juger le crime s'il n'est pas jugé là où il a été commis. Vous avez un exemple de cela, auquel j'ai été mêlé de près d'ailleurs, c'était quand Gilad Shalit, otage franco-israélien, avait été enlevé par le Hamas. Nous avions porté plainte et la justice française avait ouvert une information judiciaire sur les conséquences de l'enlèvement de Gilad Shalit. Mais vous avez d'autres situations où effectivement des Français sont victimes d'un crime qui peut être poursuivi et jugé en France, dès lors qu'on est sur des faits de nature criminelle. Dans l'attentat de Sousse ou du Bardo, vous avez, dans ma mémoire, vous aviez, au Bardo, je crois que vous avez 4 victimes françaises, et il y avait plein d'autres nationalités impactées. En l'occurrence, il n'y avait pas eu lieu à la saisine de la justice française, puisque la justice tunisienne avait pu faire le travail. Nous ne savons pas encore aujourd'hui ce qu'il en est, mais il serait bon que le Quai d'Orsay s'en mêle, et nous avons une famille juive française, donc une famille française qui est endeuillée. Vous avez des petits Français qui sont orphelins aujourd'hui à la suite d'un attentat commis en Tunisie. Eh bien, eux, ils ont droit de réclamer justice, et si elle ne se fait pas en Tunisie, elle pourrait se faire en France. Mais Laurence a raison, on sera évidemment tributaire d'une enquête qui, elle, ne peut se faire que sur place. Vous voulez dire qu'il y a une coopération réelle qui existe vraiment entre le système judiciaire tunisien et français ? J'ai certainement pas dit cela. Je vous dis que alors j'ai mal compris, réexpliquez-nous. Je vous dis que la justice française est compétente, elle peut se saisir des faits. Mais pour juger des personnes, il faut qu'il y ait une enquête qui soit réalisée. Il faut, donc voilà. Et pour réaliser une enquête, il faudra effectivement qu'il y ait une coopération. Donc à minima, il faudrait que la justice française puisse suivre l'enquête et qu'il y ait une enquête en Tunisie. Et après, on verra s'il y a des personnes qui pourraient être arrêtées et jugées et où elles pourront l'être. Merci beaucoup, Patrick Kluckmann, pour toutes
ces précisions. Vous écoutez RCJ, il est 12h24 et on va à présent écouter le témoignage de Diane. C'est une Française qui se trouvait hier soir dans la synagogue de la Griba à Djerba au moment de l'attaque et elle était ce matin au micro de Rudy Saada. Je suis venue au pèlerinage de la Griba, ça faisait un petit bout de temps que j'avais envie de venir et de renouer avec mes racines tunisiennes. Mes 2 parents sont juifs tunisiens et ils sont revenus qu'une seule fois depuis leur départ malheureusement et moi ça fait quelques années que j'ai envie de venir découvrir. J'avais entendu parler du pèlerinage à la Griba, je sais que ma grand-mère y allait tous les ans avec mon grand-père quand ils habitaient encore ici et donc j'étais hyper enthousiaste et j'ai passé 2 jours formidables. C'était incroyable pour moi de me sentir dans une ambiance juive tunisienne, festive, belle, conviviale, chaleureuse, avec de la musique, avec des prières, avec des beaux rituels. Franchement, c'était extraordinaire ces 2 jours. Je me suis sentie à la maison et ça a vraiment réconcilié quelque chose en moi. Donc, aucun regret. Et hier soir, à 20h, on était avec un groupe de copains et on avait prévu de partir. En fait, ça faisait même 20 minutes qu'on devait partir. Et qu'on s'attendait les uns les autres. Donc on aurait pu être en plein milieu du parking au moment des tirs. Et en fait, on a commencé à entendre des bruits, on a cru que c'était des pétards. Et là, on a un ami à nous qui a couvert des guerres et qui du coup connaît le bruit des coups de feu et nous a dit c'est pas des pétards, venez vite, vite, vite. Donc on a couru, on l'a suivi, on s'est caché dans une petite salle, toute petite salle. Ça, c'était vraiment un moment très stressant pour moi. On était peut-être 5 dans une salle minuscule, on n'avait aucune idée de ce qui se passait dehors, on entendait juste des salves de dizaines et des dizaines de tirs. Et à ce moment-là, franchement, on pouvait imaginer le pire. On était cachés, il y avait 2 enfants avec nous et c'était assez inquiétant. Je pense que le pire que je me suis imaginé, c'est de me dire que c'était une attaque organisée, un peu comme au Bataclan, avec des djihadistes qui débarquent. Enfin, cette idée m'a traversé l'esprit et très vite, je me suis dit « calme-toi, calme-toi ». Ensuite, il y a quelqu'un qui nous a dit de rentrer dans l'enceinte de la Griba où tout le monde était là. Donc on est tous rentrés dans le grand espace où la journée, il y a tout le monde. Et donc de l'autre côté de la synagogue, en fait, dans la grande enceinte où il y a les concerts la journée, etc. Donc on est resté là. Franchement, c'était stressant parce qu'il y avait beaucoup de monde et que les gens paniquaient vite. À un moment, on a entendu des bruits sur le toit et ça a créé un mouvement de foule. En fait, c'était l'armée qui était montée sur le toit pour sécuriser, mais les gens savaient pas que c'était l'armée. Donc les gens commençaient à crier, à courir partout, etc. C'était assez stressant. J'ai eu la chance d'être dans un groupe, le petit groupe avec qui je suis, qui sont des personnes que j'ai rencontrées ici, beaucoup des Juifs tunisiens qui habitent ici depuis quelques années. On s'est entraidés, soutenus, apaisés les uns les autres, etc. Oui, il y a eu des rumeurs qui circulaient. Assez vite, en fait, moi j'ai eu l'information que c'était un policier, mais je savais pas si c'était vrai. À un moment, il y a eu un professeur d'école, le pauvre, qui est rentré, qui lui était dans un bus pendant l'attaque sur le parking. Donc ils se sont tous cachés avec les étudiants dans le bus sous les sièges. Et il est rentré. Les forces de l'ordre, la sécurité leur ont dit de rentrer dans la synagogue pour être en sécurité. Les pauvres, ils étaient très très chamboulés. Et il nous a dit ce qui s'est passé sur le parking. À partir du moment où on a commencé à avoir des informations, c'était plus calme parce qu'en fait, on savait ce qui se passait. C'était plus possible d'imaginer que tout était possible. On a entendu que c'était un homme isolé, que c'était des ripostes beaucoup. Il nous a dit que l'armée quadrillait partout. Il y a des hélicoptères qui ont commencé à passer au-dessus de la Griba, on les voyait. Alors ce qui était stressant, c'est qu'on voulait trouver un endroit à la fois où on pouvait être pas reclus, pas se sentir prisonnier si quoi que ce soit se passait, et en même temps qui n'était pas trop en plein air, comme c'est des grandes arcades en plein air. J'ai eu vraiment très peur au début, en fait, la première demi-heure, je dirais, parce qu'en fait, je savais pas ce que c'était, et entendre des coups de feu, ça peut faire peur et ça peut faire penser au pire. J'ai eu peur aussi au moment des mouvements de panique, parce que pareil, en fait, le moindre bruit pouvait faire paniquer les gens et on savait pas ce qui se passait. Donc du coup, c'est inquiétant. On se dit, mais pourquoi les gens paniquent? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui est rentré, qu'est-ce qui se passe? Et dès qu'on a eu des informations sur ce qui se passait, ça, c'était plus apaisant. Donc au bout d'un moment, on a juste simplement attendu d'avoir des infos sur comment on allait être évacué. Et l'ambiance s'est calmée, tout le monde s'est calmé, les gens ont eu leurs proches au téléphone.
Au début, les réseaux étaient saturés, mais là, ça a commencé à recirculer. Ils ont commencé à revendre des grillades et des brochettes, donc on a pu se manger un peu. Donc à ce moment-là, c'était plus calme. Il y a eu les premiers hôtels qui ont été évacués par bus. Puis à la fin, en tout dernier, nous on était des voitures individuelles. La police avait quadrillé toute la ville. Moi honnêtement, je me suis sentie quand même en sécurité à partir du moment où je savais ce qui se passait, où j'ai entendu que l'armée était tout autour. Je me suis vraiment sentie très très bien prise en charge par les forces de sécurité tunisiennes. J'ai beaucoup de reconnaissance parce que certains ont payé ça au péril de leur vie. Rudi Saada et Diane, donc une Française qui se trouvait hier soir dans la synagogue de la Griba à Djerba au moment de l'attaque. Vous écoutez RCJ, il est 12h30 dans un instant. Le président du consistoire de Paris, Joël Mergui, sera au micro de Laurence Goldman et on reviendra évidemment sur l'attaque d'hier soir à la Griba de Djerba, donc où 4 personnes ont été tuées. Rudi Saada sera également avec nous. RCJ Midi, Margot Siffer. Un message de la Fondation FSJU. Vous devez vous acquitter de l'impôt sur la fortune immobilière ? Sachez que vous pouvez en faire un geste utile et fort. Avec la Fondation FSJU, sous l'égide de la Fondation du judaïsme français, votre IFI va permettre de lutter contre la précarité, assurer l'avenir des enfants en difficulté et agir face à l'urgence humanitaire en Israël. Parce que votre cœur a toujours raison. Donnez maintenant sur ifi.fsju.org. ifi.fsju.org. Pour plus d'informations, contactez Julie Guèze au 01 42 17 11 16. 01 42 17 11 16. Et si vous vous laissiez surprendre par vos prochaines vacances ? Embarquez avec MSC Croisières pour un voyage inoubliable de 11 nuits vers Israël et découvrez Haïfa et Jérusalem en passant par l'Italie, la Grèce et Chypre. Profitez vite de nos offres, à partir de 849 € par personne. Conditions en agence de voyage ou sur msccroisières.fr. MSC Croisières, découvrez le futur de la croisière. Victor Vince, directeur général du MDA France. La campagne IFI est d'une importance capitale pour nos secouristes. Ils ont besoin de matériel médical, de véhicules médicalisés et d'équipements qui les protègent lors de leurs interventions. Faites votre don au MDA France et bénéficiez d'une déduction fiscale à hauteur de 75% sur votre impôt. Soyez les partenaires du Magen David Adom. Pour vous accompagner dans votre démarche, mda-france.org ou 01 43 87 49 02. Idan Rairel. Idan Rairel Project. Dimanche 21 mai, venez fêter Yom Yerushalayim avec le KKL de France sur la scène de la salle Playel. Idan Rairel et ses 13 musiciens. Renseignements et réservations au KKL de France au 01 42 86 88 88. 01 42 86 88 88 sur kkl.fr et point de vente habituel. Dimanche 21 mai à la salle Playel avec le KKL. Idan Rairel. RCJ Midi, Margot Siffer. Vous écoutez RCJ, il est 12h33. Le président du consistoire de Paris, Joël Mergui, nous a rejoint en studio. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu et Laurence Goldman. C'est à vous. Bonjour, Joël Mergui. Les communautés juives sont sous le choc et endeuillées après cette attaque hier soir à la synagogue de la Griba sur l'île de Djerba, en plein pèlerinage de l'Agma Omer. On le rappelle, 4 morts, dont 2 cousins. Le premier, Benjamin Haddad, originaire de la ville de Marseille, un père de famille de 42 ans, et son cousin, donc Avi El Haddad, qui avait 30 ans. Il est membre de la communauté juive de Djerba. 2 membres des forces de l'ordre tunisiennes sont mortes également. Plusieurs blessés. Quelle est votre première réaction, Joël Mergui ? Dès hier soir, ma première réaction, j'ai été en contact avec les gens qui sont en Tunisie. J'ai de la famille qui était à ce pèlerinage, donc j'étais en contact avec eux. C'est effectivement toujours, malheureusement, depuis tant d'années qu'on vit des attentats, c'est toujours l'effroi, la douleur, le soutien aux familles, la crainte pendant toute cette nuit de voir d'autres risques, surtout sur toute cette communauté juive qui se retrouve en Tunisie pour un pèlerinage, pour un moment de joie, pour un moment de fête, pour un moment aussi de partage avec dans le monde arabe où a vécu pendant tant d'années une grosse communauté, notamment dans cette synagogue de la Griba qui est une des plus anciennes du monde. Donc oui, il y a une profonde douleur.
et une profonde inquiétude et le soutien bien entendu à ces familles qui ont été touchées de plein fouet. Parmi les personnes avec qui vous avez pu parler au téléphone, certaines se trouvaient à l'intérieur de l'Agriba lorsque l'attaque s'est produite ? Non, j'ai parlé avec ma nièce qui était sur place, qui venait de quitter le lieu. D'ailleurs, c'était peut-être dans le drame. Il y a eu la chance que la majorité des touristes qui étaient sur place avaient quitté le lieu avant que le drame ne se produise, avant que l'attentat ne se produise. Mais j'ai pu donc évaluer dès hier soir la douleur, la difficulté, puis la panique qui a pu avoir lieu dans ce moment où tout le monde a été confiné un peu dans les hôtels en attendant que ceux qui étaient sur place puissent les rejoindre. Joël Mergui, en tant que président du consistoire de Paris, vous êtes entretenu par téléphone également avec René Trabelsi, qui est l'ancien ministre du tourisme tunisien et qui est un des responsables de leur communauté juive tunisienne, puisqu'il y a encore une communauté juive en Tunisie, je crois, d'environ 1500 personnes. Que vous a dit René Trabelsi, et peut-être sur les circonstances de cet attentat ? Oui, je l'ai eu très tôt ce matin pour essayer de mieux comprendre ce qu'on entendait, parce que les informations pouvaient paraître contradictoires. Bon, il m'a d'abord dit ce qui a été répété à plusieurs reprises, l'intervention des forces de l'ordre, ce gendarme qui a récupéré, qui a tué un policier pour pouvoir récupérer son arme et pouvoir venir sur le site faire ce qu'il avait l'intention de faire, et puis l'échange de tirs qui a eu lieu entre le terroriste et les forces de police tunisiennes qui protégeaient le lieu, qui ont remarqué, qui ont identifié cette personne comme n'étant pas habilitée à être armée sur le lieu. Donc c'est dans le cas de cet échange de tirs que les deux Avi Haddad et Avi al-Haddad et Benjamin Haddad ont été tués. Je crois qu'il y a effectivement la volonté d'éviter la panique, mais par ailleurs la relation qu'a René Trabelsi avec les autorités tunisiennes, la préfecture, et dans le cadre effectivement de l'enquête qui a lieu, pour éviter aussi, selon la tradition, mais je crois que ça n'a pas pu l'être, il avait demandé d'éviter une autopsie selon nos règles religieuses, mais je pense que c'était nécessaire dans le cadre de l'enquête, de ce que j'ai pu entendre dans le courant de cette matinée. Et puis il m'a évoqué la volonté de rapatrier les corps vers Israël, où auront lieu, je le pense, alors après j'ai pas toutes les dernières informations, mais aura lieu l'enterrement des deux victimes de cet acte. Je crois que ce qui se pose comme question, effectivement, d'abord c'est l'inquiétude qu'on peut avoir dans tous ces rassemblements qui peuvent avoir lieu partout dans le monde, et particulièrement dans des endroits où l'islamisme est très vivant. Et la deuxième inquiétude que nous ressentons souvent tous, même quand on est en Israël, c'est le retournement de personnes, de musulmans ou d'arabes qui peuvent être sur une idéologie islamiste, qui sont armés, qui peuvent avoir une tenue qui leur permet de rentrer dans des lieux. Et je crois que c'est effectivement ce qui nous pose parfois ce questionnement et cette inquiétude. Et puis la réactivité effectivement des forces de police tunisiennes, il faut le dire aussi, parce qu'elles ont réagi, elles l'ont empêché de faire ce qu'ils devaient faire à l'intérieur de la synagogue. Je crois que c'est un ensemble, un contexte qui nous interpelle. L'antisémitisme est là, l'islamisme continue à exister, l'antisionisme est aussi le moteur de cet islamisme, et quand on a des responsabilités comme nous en avons, et aussi bien en communication qu'en responsabilité de famille, on se rend compte qu'on a des raisons dans ces rassemblements de continuer à être inquiets. Avant qu'on prenne en direct à nouveau Rudi Sada, Margot Siffer, Joël Mergui, je voudrais vous lire la réaction, le communiqué d'Emmanuel Macron, le président de la République. L'attaque contre la synagogue de l'Agriba nous bouleverse. Nous pensons avec douleur aux victimes, au peuple tunisien, nos amis. Nous sommes aux côtés de la famille de notre compatriote assassiné.
toujours sans relâche, nous lutterons contre la haine antisémite. Donc le chef de l'État qui caractérise donc cet attentat comme un attentat qui ciblait des juifs, qui visait des juifs, une attaque donc antisémite. Oui, tout à fait. Merci Laurence. Et donc Rudy Saada, nous sommes en ligne avec vous. Vous êtes toujours à Djerba. Vous étiez présent hier soir pour RCJ au pèlerinage de la Griba. Est-ce que vous avez de nouvelles informations qui vous sont parvenues ? Eh bien, on en sait un peu plus sur le profil de l'assaillant, du terroriste qui a ouvert le feu hier. Sur son parcours aussi, il avait été suspendu par sa hiérarchie justement parce que il se rapprochait d'idées islamistes radicales. C'est donc hors service qu'il est venu subtiliser son arme, une Kalachnikov selon les premiers éléments, et a fait 30 km pour arriver donc devant ce lieu extrêmement sécurisé qui est la synagogue de la Griba. Et au moment de rentrer, d'essayer de rentrer, évidemment, il a été repéré et a ouvert le feu. Voilà ce qu'on sait actuellement. Donc 3 policiers sont morts. Effectivement, on dit que dans cet attentat, il y a eu 4 morts, mais il faut aussi compter le policier. Voilà, c'était une demi-heure plus tôt, et c'est là qu'a commencé le chemin meurtrier du terroriste. Rudy Saada, vous êtes donc à Djerba, tout près de la Griba. Vous avez pu vous rendre sur les lieux de l'attentat, ou est-ce que le quartier est encore sécurisé, entièrement bouclé ? Alors, le quartier sécurisé et bouclé, j'ai préféré me rendre justement aux côtés de la communauté juive djerbienne, et j'ai un peu pu discuter avec les uns et les autres, et c'est un énorme choc. Il y a un deuil qu'on peut sentir dans les rues, des rues ensoleillées. Je le disais tout à l'heure, il y avait ce contraste saisissant entre une Brit Mila qui était célébrée par le grand rabbin de Tunisie et la tristesse qui évidemment est extrêmement présente. Tous les restaurants sont fermés, les magasins juifs sont fermés, seule l'école fonctionne, la yeshiva, et chacun s'arrête pour parler avec l'un de ses amis. C'est une communauté extrêmement soudée, où tout le monde évidemment se connaît, tout le monde habite dans un périmètre très très restreint, et voilà, il y a énormément d'émotions. Et puis quant à la Griba, évidemment, elle est bouclée pour les besoins de l'enquête. Et du côté des juifs du monde entier, notamment des Français, Joël Mergui, qui sont actuellement à Djerba pour ce pèlerinage. Dans quel état d'esprit sont ces gens ? Est-ce qu'il y a des familles ? Est-ce que ce sont des gens qui sont accompagnés d'enfants, par exemple ? Alors, j'ai pas vu. Enfin, il y a beaucoup de parents avec des jeunes mariés, par exemple, d'une vingtaine d'années, qui viennent avec un jeune couple que j'ai pu rencontrer hier. Et puis, je me souviens aussi d'avoir discuté avec une jeune fille qui a à peine 10 ans. Et elle souhaitait revenir à Djerba puisque son grand-père était originaire de Djerba. Il a quitté ce monde il y a quelques mois, et elle voulait revenir sur ses traces. Et pour elle, ce pèlerinage était très important. Alors, il y avait pas d'enfants en bas âge, en tout cas au niveau des touristes. Par contre, au niveau de la communauté juive de Djerba, c'est un moment de fête où chacun s'habille avec justement ses plus beaux vêtements, et il y avait énormément de jeunes enfants de cette communauté, qui est quand même une communauté très très vive, où il y a beaucoup d'adolescents, il y a beaucoup d'enfants en bas âge. Il y a presque 600 enfants dans la communauté. Donc oui, il y avait beaucoup d'enfants dans cette synagogue hier, puisque les touristes étaient rentrés, comme l'a dit Joël Mergui. On était après le moment de la Griba, c'était vraiment la fin, et la synagogue était quelque part rendue aux locaux, et les touristes étaient déjà, fort heureusement, dans les hôtels. Je me tourne à présent vers vous, Joël Mergui. Il y a un peu plus de 5000... Je voudrais remercier Rudy pour ce qu'il fait depuis hier soir. Absolument. Parce qu'effectivement, c'était très émouvant de sentir des journalistes présents sur les lieux, et nous tenir au courant et nous tenir informés. Joël Mergui, il y a plus de 500 pèlerins juifs du monde entier qui sont en ce moment... plus de 5000. Plus de 5000, pardon, qui sont en ce moment sur l'île de Djerba. On a une idée du nombre de Français
approximativement? Je ne saurais pas précisément, mais c'est une grosse partie de ceux qui sont... Ouais, c'est un événement très important pour le judaïsme tunisien, ce pèlerinage. Il a pour une symbolique. Pour le judaïsme tunisien, certainement, mais il n'y a pas que des Tunisiens qui sont sur place. Il y a un peu toutes les cultures qui se retrouvent, mais c'est vrai que c'est un événement très important qui n'avait pas pu avoir lieu pendant les moments de Covid, qui malgré l'attentat qui avait eu lieu il y a une vingtaine d'années avait repris. Il y avait du monde qui vient. Il y a beaucoup d'Israéliens qui se sont qui sont également sur place. Et je crois que c'est aussi un moment de retrouvailles, un moment de mémoire, un moment d'histoire, un moment de recueillement. Et malheureusement, je crois que c'est pas ce qui s'est passé hier, en espérant la réactivité la plus forte des autorités tunisiennes et françaises, parce que le fait qu'il y ait un Français qui a été assassiné, ça entraîne la possibilité pour la France d'agir également sur cette enquête, mais ça entraîne certainement quelque chose qui va changer, et c'est difficile d'appréhender quoi maintenant. On peut pas céder à la panique. On sait que la police a fait son travail, mais aussi, on sait aussi et on comprend qu'un gendarme tunisien relevait de ses fonctions, effectivement, d'après ce qu'on a entendu, mais était nourri d'idéologie islamiste, et ça interroge, et ça a des raisons effectivement de nous inquiéter. Une dernière question, Joël Mergy. Quel est le message que vous avez envie de passer aujourd'hui, en ce lendemain d'attentat, de la prudence, de la vigilance, ne pas céder peut-être à la panique non plus? Oui, je crois que malheureusement, j'ai eu l'occasion pendant toutes ces 20 dernières années d'être là dans vos studios au lendemain d'attentats, et le message, il reste constant. Il reste constant. On est vigilant, on est lucide. On est conscient que l'islamisme est là, que l'antisémitisme est là, que l'antisionisme est présent. On est conscient que dans beaucoup d'endroits dans le monde, on est une cible, que nos synagogues deviennent également malheureusement une cible. Mais ça a été dit par Rudy en parlant de la Brit Mila qui a eu lieu ce matin à Djerba. La vie continue, la fête continue, la conscience juive continue, notre éducation et notre transmission doit courageusement continuer. On ne doit pas céder ni à la panique, ni à l'inquiétude, ni à l'angoisse. On doit savoir que c'est malheureusement une partie de notre histoire, qu'on doit entraîner avec nous le monde libre dans le combat contre l'islamisme. Et je voudrais finir en disant que les larmes de ceux qui arment l'antisionisme, je n'en veux pas. Et aujourd'hui, on a l'ambiguïté de personnes qui viennent pleurer avec nous nos morts, mais qui dénoncent, qui veulent entraîner dans la conscience du monde une volonté de nuire à Israël, de combattre Israël, de dénoncer Israël de crimes qu'ils n'ont pas commis. Et je crois que ça aussi, ça fait partie des ambiguïtés dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Donc je voudrais aussi dénoncer les antisionistes qui veulent être proches des combats contre l'antisémitisme. Et voilà, je crois que dans mon message, effectivement, cette lucidité que nous devons toujours garder, mais aussi de continuer à vivre notre vie juive de façon fondamentale, et toujours avec la demande à tous les gouvernements dans lesquels il y a une communauté juive, de se dire, si on veut que la communauté juive continue à vivre sereinement, on a aussi le devoir de la protéger. Merci Joël Mergy, merci Monsieur le Président du Consistoire de Paris d'avoir répondu aux questions du RCJ. Merci beaucoup Laurence Goldman, merci Joël Mergy et merci Rudy Saada. Vous écoutez RCJ, il est 12h48. Dans un instant, on parlera du décès de l'avocat Georges Kejmani hier à l'âge de 90 ans. L'avocat Maître Richard Malka lui rendra hommage. RCJ Midi, Margot Siffer. Un message de la Fondation FSJU. Vous devez vous acquitter de l'impôt sur la fortune immobilière? Sachez que vous pouvez en faire un geste utile et fort. Avec la Fondation FSJU, sous l'égide de la Fondation du judaïsme français, votre IFI va permettre de lutter contre la précarité, assurer l'avenir des enfants en difficulté et agir face à l'urgence humanitaire en Israël.
Parce que votre cœur a toujours raison. Donnez maintenant sur ifi.fsju.org. ifi.fsju.org. Pour plus d'informations, contactez Julie Guèze au 01 42 17 11 16. 01 42 17 11 16. Message de Raymond Soussan, directeur général Horte-France. Chers amis experts comptables et chefs d'entreprise, la nouvelle réforme de la formation vous offre la possibilité d'affecter le solde de votre taxe d'apprentissage via la nouvelle plateforme Soltea à partir du 25 mai. Sans le fléchage du solde de votre taxe d'apprentissage, son affectation reste aléatoire et risque de priver le réseau d'écoles d'Horte-France d'une ressource vitale. Plus que jamais, nous comptons sur votre soutien pour poursuivre notre mission à laquelle vous êtes pleinement associés. Dès le 25 mai, visez bien. Fléchez les écoles du réseau Horte-France. Téléphone 01 44 17 30 83. Mail ta75@ort-france.fr. Victor Vince, directeur général du MDA France. La campagne IFI est d'une importance capitale pour nos secouristes. Ils ont besoin de matériel médical, de véhicules médicalisés et d'équipements qui les protègent lors de leurs interventions. Faites votre don au MDA France et bénéficiez d'une déduction fiscale à hauteur de 75% sur votre impôt. Soyez les partenaires du Magen David Adom. Pour vous accompagner dans votre démarche, mda-france.org ou 01 43 87 49 02. RCJ Midi, Margot Siffer. C'est une voix judiciaire française qui vient de disparaître. Hier, l'avocat Georges Kejman est mort à l'âge de 90 ans. Pendant plus d'un demi-siècle, il aura brillé avec sa robe dans les palais de justice puisqu'il a été associé à plusieurs célèbres affaires. Il était notamment l'avocat de François Truffaut, Simone Signoret, Jacques Chirac, Liliane Bettencourt ou encore la famille de Marie Trintignant. Le portrait d'Églantine Delalleux. Moustache noire parfaitement taillée et regard brillant, Georges Kejman a marqué une génération entière d'avocats. Né à Paris en août 1932 dans une famille juive polonaise, sa vie bascule pendant la Seconde Guerre mondiale à seulement 7 ans. Si sa sœur revient d'Auschwitz, son père est déporté et assassiné en 1943. Auprès de Laurence Goldman, il est revenu sur cette période au micro de RCJ. Il a fallu la guerre pour que tout d'un coup je perçoive petit à petit que mon statut n'était pas celui de tous les enfants. Soit qu'on veuille me protéger en me transformant en enfant de chœur, fréquentant les églises chrétiennes ou un collège de jésuites, soit qu'on m'envoie à la campagne dans un petit village du Berry où j'ai rejoint ma mère, encore une fois séparée de mon père. Après la guerre, il grandit seul avec sa mère analphabète et pauvre et commence des études de droit à la Sorbonne après avoir été cloueur dans la fourrure et serveur. Malgré un contexte peu favorable, Georges Kejman y a toujours cru. Même ayant été élevé comme ça dans un milieu qu'il faut bien appeler inculte et voire littéralement analphabète, ma vocation n'a jamais été remise en question. Ça me paraît quand même un des traits de la judaïté, c'est que dès qu'un petit garçon, ou une petite fille d'ailleurs, manifeste quelques qualités intellectuelles, eh bien, tout va dans le sens de l'encouragement et jamais du découragement. Il a toujours été évident que le petit Georges allait faire des études et qu'il allait y réussir. À la sortie du barreau, il devient avocat à la Cour d'appel de Paris, puis deuxième secrétaire de la conférence du stage. Sa spécialité, le droit pénal et le droit d'auteur. Il est notamment l'avocat des éditions Gallimard, mais aussi des réalisateurs de la nouvelle vague comme Truffaut et Godard, d'acteurs à l'image de Montand, Signoret et De Niro. Georges Kejman défend aussi la famille de Malik Oussekine, cet étudiant tué par des policiers, le militant d'extrême gauche Pierre Goldman, le président Jacques Chirac dans l'affaire des emplois fictifs de la ville de Paris ou encore de Charlie Hebdo dans l'affaire des caricatures. Mais Georges Kejman, c'est aussi un passionné de politique marqué à la gauche côté social-démocratie. Parmi les rencontres de sa vie, Pierre Mendès France. Pierre Mendès France, c'était tout ce qu'un jeune juif un peu désorienté comme moi peut souhaiter pour modèle précisément. Il a laissé l'exemple d'une grande rigueur intellectuelle, d'une capacité d'analyse des situations politiques qu'on retrouve chez très peu d'hommes aujourd'hui, d'une possibilité de se projeter dans l'avenir qui manque tellement à ceux qui nous gouvernent. Sous le second mandat de François Mitterrand, il est nommé à 3 reprises au gouvernement en tant que ministre délégué à la justice, à la culture et aux affaires étrangères. Georges Kejman avait 90 ans. Églantine Delalleux. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec l'avocat, maître Richard Malka. Bonjour.
Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous étiez un ancien collaborateur de Georges Kejman, avec lequel vous avez notamment plaidé lors du procès des caricatures de Mahomet dans Charlie Hebdo en 2007. Vous avez aussi coécrit avec lui Éloge de l'irrévérent chez Grasset en 2019. Vous vous connaissez donc très bien et depuis très longtemps. Quelle est la chose principale qu'il vous a transmise en tant qu'avocat, Richard Malka ? Oh, il m'a transmis tant de choses. Clairement, je ne serais pas devenu ce que je suis sans Georges Kejman. Il m'a transmis d'abord l'inspiration, et qu'y a-t-il de plus important que ça? Il était inspirant par son talent incroyable, par son art de l'éloquence, par son intelligence, par sa culture universelle comme il n'en existe plus, et puis par la générosité de son engagement pour chacun de ses clients, qu'il s'agisse de causes médiatiques importantes ou pas. Il m'a transmis le goût du perfectionnisme, une conception de l'audience, de la plaidoirie où l'engagement est total, intense, incandescent, où il faut émouvoir, mais en même temps faire rire, parce qu'il faut des respirations. Il m'a appris mon métier, et surtout il m'a appris l'esprit de mon métier. Et est-ce qu'on peut dire que Georges Kejman était un précurseur dans les combats qu'il menait? Je pense notamment à la famille de Marie Trintignant qu'il a représentée. C'était aussi un ardent défenseur de Charlie Hebdo. Il était finalement toujours à l'avant-garde de plein de batailles. Il était à l'avant-garde, il fut un des premiers à s'occuper du droit d'auteur, du droit des artistes, du cinéma. On connaît moins cet aspect des choses. C'était en même temps un pénaliste et un civiliste. Et puis oui, vous avez raison, c'était un homme d'engagement, mais depuis l'origine, il avait été l'avocat du MLF. Après, pouvait aussi avoir parfois des causes contradictoires, comme tout avocat, parce que ce qu'il était avant tout, c'était un défenseur, et c'est ce qu'on est. Alors parfois les gens le comprennent pas, mais d'abord on aime la défense. C'est notre mission sociale, c'est notre fonction, et c'est la grandeur de notre métier. Donc oui, il y avait des causes qui lui tenaient terriblement à cœur. Il les défendait de toutes les fibres de son être. Et voilà, c'était vraiment un personnage rare, d'exception, qui font la grandeur de notre profession. Et puis c'était un homme délicieux. Et par rapport à sa vie personnelle, il l'a qualifié lui-même de magnifique. Pourtant, on sait qu'il a vécu des choses dramatiques. Il a grandi dans la pauvreté. Son père a été assassiné à Auschwitz quand il était enfant. Finalement, c'est son parcours semé d'embûches qui a façonné l'homme qu'il est devenu, un homme épris de justice finalement. Ah ouais, il a eu un parcours très romanesque qui a débuté dans la tragédie. Vous l'avez rappelé, il vient son enfance a été, on peut le dire, assez misérable. Il s'est vraiment élevé à la force de l'esprit. C'est un exemple de méritocratie aussi, à la française. Il défendait ces valeurs républicaines qui lui avaient permis de s'élever et qui lui permettaient ensuite d'élever beaucoup de ceux qui l'ont entouré. Et oui, c'était un modèle, un exemple. Pour moi, c'était un guide, un pilier. Et son parcours est assez incroyable parce que venant de là où il vient, il a vécu effectivement 1000 vies, 1000 aventures, jusqu'à intégrer le gouvernement de François Mitterrand. Sa vie personnelle a été incroyablement riche. Et en fait, il avait une soif de vivre, et c'était une revanche, et une soif de plaisir et de joie. Et effectivement, on peut considérer que c'était une revanche sur l'adversité de son enfance. Dernière question, Richard Malka. Qu'est-ce que l'histoire retiendra de Georges Kejman, ou du moins, qu'est-ce que lui aurait voulu que l'histoire retienne de lui?
Ça, je ne sais pas ce que l'histoire retiendra. Ça fait partie des monstres sacrés du métier d'avocat. Après, il avait lui-même coutume de dire que l'histoire oubliait les grands avocats. Mais heureusement, il y a un livre qui a été écrit par lui et par Vanessa Schneider pour témoigner de ses combats, de ce qu'il a été. Il y a un documentaire aussi de Michael Prazan qui est très beau. Il laissera des traces et puis surtout il laissera des traces chez tous ceux qui l'ont connu et il vivra à travers eux. Merci beaucoup, Richard Melka, pour ce bel hommage. Je le rappelle, vous étiez donc un ancien collaborateur de Georges Kejman, avec lequel vous avez notamment plaidé lors du procès des caricatures de Mahomet dans Charlie Hebdo. En 2007, vous avez aussi coécrit avec lui Éloge de l'irrévérence chez Grasset. En 2019, merci beaucoup et très bonne journée à vous. Et merci à vous. Merci à vous, Margot Siffer, pour cet entretien. C'est la fin de ce RCJ Midi, cette édition spéciale depuis 11h consacrée à l'attentat commis hier soir dans l'île de Djerba contre la synagogue de la Griba. Une attaque qui a fait 4 morts. Parmi les victimes, 2 cousins. Benjamin Haddad, un père de famille de 42 ans, originaire de la ville de Marseille, et son cousin Aviel Haddad, qui vivait, lui, à Djerba. Il était âgé de 30 ans. 2 membres des forces de l'ordre tunisiennes sont également tués dans cet attentat. Il y a eu également 9 blessés. Juste avant de nous quitter, je voudrais vous lire la réaction du président Emmanuel Macron. L'attaque contre la synagogue de la Griba nous bouleverse. Toujours sans relâche, nous lutterons contre la haine antisémite. Et puis très rapidement, la réaction également du consistoire central de France, qui condamne avec la plus grande fermeté l'attentat meurtrier aux abords de la synagogue de Djerba. Hier soir, le consistoire fustige cet acte aussi lâche qu'odieux, venu profaner ce moment unique de prière et d'union que partageaient des centaines de pèlerins rassemblés au sein de la synagogue. Le consistoire central de France adresse ses sincères condoléances aux familles des victimes et les assure de leur inconditionnel soutien. Merci à tous pour votre attention. Merci également à l'équipe technique en régie. Restez avec nous sur RCJ dans un instant. Place à Objectif Santé, présenté par Karen Tayeb. Elle reçoit le professeur Gabriel Perlmutter pour son livre Comment protéger son foie pour vivre jusqu'à 100 ans. C'est publié aux éditions Flammarion. Excellente journée à tous à l'écoute de RCJ.